Salut à tous et bienvenue sur BookingTube, la chaîne YouTube de Bookin. Là c'est pas super évident parce que le temps est particulièrement dégueulasse, mais on est quand même mi-août. Qui dit mi-août, ouais, il fait trop moche. Et qui dit mi-août dit rentrée littéraire. Afin de vous aider à naviguer parmi toutes les sorties de la rentrée, nous vous avons préparé 3 vidéos pour les prochaines semaines qui mettent en avant chacune 3 immanquables de cette rentrée. Cette semaine, focus sur les romans français. On y va ? Cette semaine, on fait la part belle aux romans français en vous présentant 3 incontournables de cette rentrée littéraire. On commence avec Merci Marie Paty de Lola Lafont, publié chez Actes Sud. Dans Merci Marie Paty, Lola Lafont relate l'histoire de Patricia Hearst, qui est la petite fille d'un célèbre magnat de la presse américain et qui va en fait être enlevée par un groupe révolutionnaire d'extrême gauche dans les années 70. L'histoire de cet enlèvement est assez fascinante, donc je parle bien de l'histoire qui est fascinante et pas l'enlèvement. En fait, Patricia Hearst va développer le syndrome de Stockholm et en fait, elle va carrément embrasser la cause défendue par ce groupe révolutionnaire. Elle va même participer aux activités de ce groupe. Elle va par exemple participer à des braquages de banques à main armée. Donc en fait, sa famille et le gouvernement concluent rapidement à un lavage de cerveau. Et alors qu'en fait, l'histoire est plus complexe qu'il n'y paraît. Dans ce roman, on va suivre une professeure américaine, Jean Neveva, qui est chargée d'écrire un rapport sur cette affaire à l'approche du procès de Patricia Hearst. Et en fait, elle va collaborer avec une étudiante, Violaine, qui va l'aider à comprendre le dossier. L'auteur nous relate la rencontre de ces 2 personnages, de Jean et de Violaine, face à l'événement qui tourne autour de Patricia Hearst, une femme qui va tourner le dos à sa famille, mais aussi à la société. Une femme qui va également tourner le dos à un destin qui lui avait été attribué sans vraiment qu'on lui demande son avis. Lola Lafont s'interroge sur ces femmes qui, selon ses propres mots, fuiront la route pour la rocaille. Octobre 1975. Elles sont 3 à avoir répondu à l'annonce. Assises face à vous dans votre bureau exigu, vous leur tendez un sachet de plastique rempli de cacahuètes et de noix de cajou. Vos genoux cognent la table, votre pull en Shetland bleu marine est recousu au coude, votre jean cisaillé laisse voir la malléole des chevilles. Vous leur dites bonjour, je suis Neveva Jean, prononcez Jean comme Jean Kelly ou Jean Tierney. Pas d'arrangement avec mon prénom s'il vous plaît, pas de Jenna ou de Jenny. Serrée sur la banquette d'une liseuse Bordeaux, chacune détaille son parcours de façon à vous séduire. L'une est à l'université en littérature anglaise, l'autre est déjà allée 2 fois aux États-Unis. L'anglais courant, c'est important quand on veut travailler dans les affaires. Le deuxième roman dont on voulait te parler est celui d'un auteur dont j'adore la gouaille. Il s'agit de La Serpe de Philippe Génada. Après ses enquêtes sur Sulac et Pauline Dubuisson, la nouvelle obsession de Philippe Génada s'appelle Henri Girard. Ce nom ne te dit rien ? Peut-être que celui de Georges Arnaud te semble plus familier. Alors non, je ne parle pas ici de l'auteur de la super saga de la Compagnie des Glaces, mais de l'auteur du Salaire de la Peur. Dans La Serpe, Philippe Génada s'attaque au mystère du triple crime d'Escoir, un événement particulièrement mystérieux de la vie de l'écrivain. Cet événement, le voici. Un matin d'octobre 1941, Henri Girard appelle au secours. Dans la nuit, son père, sa tante et la bonne ont été assassinés dans le château familial dont toutes les issues étaient fermées de l'intérieur. Il est le seul rescapé de ce massacre et est rapidement arrêté, inculpé et écroué avant d'être remis en liberté 2 ans plus tard. Mais que s'est-il réellement passé ? Philippe Génada reprend du service et dénoue minutieusement les liens de cette enquête vieille de 75 ans avec la plume facétieuse qui est la sienne. Très savoureux, ce roman se lit comme un polar et on se perd avec délice dans les digressions de l'auteur. Si tu ne connais pas encore cet auteur, nous avions fait une interview de lui à l'occasion de la sortie de La Petite Femelle, son roman sur Pauline Dubuisson. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil pour te faire une idée du personnage. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Quelle malchance, s'écria Claude. Je n'aurais pas mieux dit. J'ai quitté le périphérique depuis 20 secondes, léger, enthousiaste, excité comme un marmot à l'idée de ce que je vais chercher à 500 km de Paris ce matin 15 octobre, et je suis à peine entrée sous le tunnel sale de l'embranchement vers l'autoroute, après la porte d'Italie, qu'un voyant rouge s'allume sur le tableau de bord de la Meriva que j'ai loué ce matin.
Pour que le stress causé par l'imprévu soit légèrement accentué par l'inconnu, je ne comprends pas le sens du symbole qui s'affiche. J'opinerai du chef, ok, je vois le problème, face à une burette d'huile ou un petit thermomètre, mais là, c'est un point d'exclamation entre parenthèses. Comme si on prenait des précautions pour me prévenir, discrètement, presque timidement. On ne veut pas vous affoler, mais faites très attention. Notre dernier incontournable pour les romans français est La Chambre des époux d'Éric Reinhardt, publié chez Gallimard. Dans La Chambre des époux, Éric Reinhardt nous présente Nicolas et sa femme Mathilde au moment où elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Nicolas est compositeur de musique et en fait cette nouvelle va vraiment l'inciter à abandonner la symphonie sur laquelle il est en train de travailler pour s'occuper de Mathilde. Mathilde au contraire va justement le pousser à continuer à terminer cette symphonie parce qu'elle lui dit que justement ça va lui permettre de se concentrer sur un combat qu'ils auraient en commun. Donc Nicolas en fait va lui jouer cette symphonie tous les soirs dans leur chambre à coucher, la chambre des époux. Dans ce roman, l'auteur s'inspire directement de ce qu'il a vécu avec sa femme alors qu'il était en train d'écrire son précédent roman Cendrillon. Lorsqu'il apprend qu'elle est atteinte d'un cancer, il lui reste encore une grande partie du roman à écrire. Mais comme Mathilde, lorsqu'elle lui demande de continuer à écrire son roman, il se retrouve embarqué dans un nouvel élan d'inspiration alors qu'elle combat sa maladie. L'auteur nous montre qu'en tant que couple, on peut ressortir plus fort, voire plus vivant d'un combat s'il est mené à deux. Son cancer lui a été annoncé à la suite d'une mammographie effectuée à son initiative en raison d'une grosseur en décembre 2006. Comme cette tumeur d'un peu plus de 40 mm n'avait pas été détectée 6 mois plus tôt par le même examen, les médecins ont émis l'hypothèse d'un cancer à évolution rapide, éventuellement inflammatoire. Le délai nécessaire à l'analyse de la ponction a été ce que j'ai vécu de plus douloureux de toute mon existence. Pendant ces quelques jours, pour échapper à l'angoisse de l'attente, j'allais me réfugier dans mon bureau où j'écrivais les pages de Cendrillon consacrées à Margot. Le hasard avait voulu que j'en sois là de mon roman quand elle m'avait téléphoné pour m'annoncer qu'elle était malade. Ces mots d'amour qui sortaient du clavier comme des larmes, j'ai parfois frémi de les sentir comme une nécrologie, mais que faire d'autre ? Ces pages de Cendrillon sont pour moi comme le sortilège qu'éperdu, j'ai lancé avec rage au visage du cancer. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et on espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de découvrir ces 3 livres de la rentrée littéraire. N'hésitez pas à venir nous partager vos coups de cœur ainsi que les livres qui vous font envie dans les commentaires ainsi que sur les réseaux sociaux. On vous retrouve la semaine prochaine pour parler des incontournables de la sélection des romans étrangers. À bientôt.